Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, vous avez découvert le photoreportage de Valérian Mazato sur les plongeurs du Mosquitia au Honduras. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou souhaitent le redécouvrir, le lien est dans la description du podcast. Et aujourd'hui, nous avons donc choisi de nous adresser directement à Valérian pour qu'il nous explique sa démarche. Valérian, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment déjà tu en es venu à rencontrer ces plongeurs? Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être photographe, j'ai été brièvement biologiste marin en Martinique et j'ai également travaillé en tant que moniteur de plongée sous-marine. Et donc, c'est deux passions qui étaient toujours très présentes chez moi. Et par la suite, je suis devenu photojournaliste et c'est vrai que j'ai laissé un peu ça de côté, mais un jour, je suis tombé sur le témoignage d'un médecin, un médecin hyperbare du Honduras qui travaillait avec ses plongeurs mosquitos au Honduras. J'ai trouvé l'histoire extrêmement intéressante et j'ai trouvé qu'elle touchait plusieurs cordes de mon arc. Et donc, je me suis rendu sur place. D'accord, bon, donc du coup, on peut aisément deviner ce qui t'a intéressé dans tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu combien ils sont, enfin, combien t'as rencontré de plongeurs et combien ils sont dans cette situation? Alors, c'est très difficile de savoir combien il y a de plongeurs exactement, mais les chiffres tournent aux alentours de 3 4 000 plongeurs directement, et puis après, bah, des gens qui ont des emplois en direct, indirect autour de cette activité, 10 15 000. Moi, personnellement, j'ai quand même rencontré beaucoup de plongeurs. Dans la première fois que j'ai fait mon voyage, j'ai plus rencontré des plongeurs qui étaient handicapés, donc qui avaient eu des accidents de plongée. Et je les ai rencontrés au sein de leur famille et j'en ai rencontré peut-être une quinzaine. Et par la suite, je suis parti plonger avec un groupe d'une trentaine de plongeurs. Et donc là, on est allé pêcher le concombre de mer. Donc, c'est beaucoup des images qui sont dans le reportage. J'ai rencontré également beaucoup de plongeurs à la clinique, à l'hôpital, peut-être une vingtaine. C'est une activité qui est l'activité économique principale pour tous les jeunes hommes mosquitos chaque année, donc dans tous les villages de la côte de la Mosquitia. Alors, on va revenir là, tu parlais, tu as rencontré des personnes qui étaient victimes d'accidents, que tu étais à l'hôpital. Pour ceux qui connaissent pas vraiment comment ça fonctionne, tout ça, est-ce que tu peux nous parler justement de cette fameuse maladie? Comment ces accidents peuvent se produire? Alors, pour résumer l'accident très brièvement, quand on fait de la plongée sous-marine, donc on descend sous l'eau, on respire de l'air comprimé, soit avec une bouteille, soit avec un tuyau, comme on l'a vu dans les photos. Et quand on est et donc cet air comprimé les gaz vont se dissoudre dans le corps, donc vont se dissoudre dans le sang. Et lorsque l'on remonte, ils vont créer des petites bulles. Et c'est pour ça qu'on fait les fameux paliers de décompression. C'est pour remonter de manière tranquille. Les plongeurs mosquitos, eux, plongent très profond, c'est-à-dire plus que 30 40 mètres, très longtemps, c'est-à-dire 4 heures, 5 heures par jour, et ne respectent aucune règle de sécurité, tout simplement parce qu'ils ne les connaissent pas. Donc, ce qui veut dire que chez eux, les bulles ne se forment pas seulement dans le sang, mais c'est du très long terme. Donc, c'est des bulles qui vont se former dans les os, dans les muscles, dans la moelle épinière, dans le cerveau. Alors, quand on remonte et qu'on a une bulle qui se forme dans la moelle épinière, c'est très handicapant parce que la bulle va appuyer sur les nerfs, la bulle ne sort pas. Et donc, c'est pour ça que les personnes se retrouvent handicapées, voire mortes, puisque chaque année, il y a jusqu'à une quinzaine de plongeurs qui meurent de cette activité. Et pour ceux donc qui se retrouvent handicapés par cela, est-ce qu'il y a des moyens d'évacuer ces bulles ou est-ce que après c'est irréversible? Alors, si on agit dans les quelques jours après l'accident, on peut les emmener dans une chambre de décompression. Dont on a vu Qui certaines est un photos dans endroit, ton... voilà, on a quelques photos aussi. C'est un endroit où on va les remettre, où on va réexercer de la pression. Donc, on va les remettre sous l'eau de manière artificielle. Et l'idée, c'est de réduire la taille de ces bulles. Et donc, ça peut être des traitements qui durent de un jour à une semaine, à raison de 5 heures par jour à rester
dans cette chambre hyperbare à subir ce traitement. Et là, voilà. Donc là, il y a une chambre actuellement qui est à Puerto Lempira, qui est la grande ville des environs, mais enfin qui reste quand même très très loin de toute l'activité des plongeurs qui se passe en haute mer. Une fois que le traitement a été fait, pour les plus jeunes, c'est encore possible de récupérer avec des séances de kinésithérapie, de physiothérapie, donc de récupérer l'usage de leurs muscles pour les plongeurs plus âgés. J'en ai rencontré un qui avait la soixantaine. C'est quasiment impossible, surtout si c'est pas le premier accident, dans le sens où voilà, c'est déjà les tissus ont déjà été endommagés, le corps a déjà été endommagé. Alors justement, est-ce que tu as déjà vu certaines personnes qui suivent ce traitement qui retournent plonger ensuite? Oui, tout à fait. En fait, le premier plongeur que j'ai photographié dans la chambre de décompression, c'était son deuxième accident. Et donc, c'est quelque chose de très courant. Lui, il était déjà là en 2009, puis moi, je l'ai photographié, c'était en 2015. Donc, voilà, hein, 6 ans plus tard. D'accord. Alors ben, justement, tu le disais, hein, tu les as accompagnés pour plonger. On le voit hein, sur tes photos. Quel est leur état d'esprit justement lorsqu'ils partent pour plusieurs jours en sachant ce qu'ils risquent? Je pense que c'est quelque chose qu'ils acceptent comme un des risques du métier. Comme un travailleur qui monte sur un échafaudage peut assurer qu'il peut accepter le fait qu'il va peut-être tomber, alors eux acceptent le fait qu'ils vont peut-être avoir cet accident. Euh, il faut dire que même s'il y a beaucoup de paralysés dans la région, même s'il y a beaucoup de morts, au vu du nombre de plongeurs, évidemment, les accidents restent encore euh, peu courants, dans le sens où ils touchent un faible pourcentage des plongeurs. Mais si on les compare aux plongeurs touristiques, aux plongeurs de loisirs, ils en touchent un pourcentage qui est vraiment très, 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 très largement supérieur, puisque les accidents dans le monde de la plongée loisir sont vraiment une rareté, à tel point que les scientifiques ont du mal à les étudier parce qu'il y en a tellement peu. Et donc, ça fait vraiment partie des choses acceptées. Les morts, chaque famille de mosquitos compte un ou plusieurs beaux-frères, frères, cousins, maris qui sont morts et dont les tombes sont dans le cimetière tout proche. Et c'est accepté parce que c'est la seule source de revenus. Alors, partant de là, voilà, hein, ça devient. Le choix est vite fait. Ouais. Voilà. Justement, est-ce que tu as des anecdotes, peut-être des aventures, des mésaventures qui ont pu se passer lorsque tu es sorti plonger avec eux? Oui, ben, disons, c'est déjà extrêmement difficile physiquement. Moi, je suis habitué à plonger, par exemple, avec une bouteille de plongée, donc qui contient l'air comprimé, et puis un détendeur, qui est le tuyau qui est attaché. Les plongeurs avec qui je suis parti utilisent un système très rudimentaire qui consiste en un compresseur. Les compresseurs, c'est des choses qui s'utilisent des fois dans les entreprises ou les fermes, hein, pour faire de l'air compressé qui va permettre de, le compresseur qu'ils utilisaient, c'est un compresseur qui est utilisé parfois pour nettoyer des petites pièces, c'est-à-dire qui fait sortir des jets d'air comprimé, mais c'est pas du tout fait pour respirer. Mais eux, ils le trafiquent un peu et ils aménagent dessus des tuyaux qui sont beaucoup plus gros, qui font jusqu'à 30, 40, 50 mètres de long. Et donc, dans ces tuyaux, ben, la machine envoie de l'air comprimé qu'on respire. Alors moi, quand j'ai utilisé ça, c'était très différent. C'est-à-dire quand la machine commence à se chauffer, le système commence à se mettre en place, il n'y a quasiment pas d'air qui arrive au bout du tuyau, quoi. Alors c'est un petit peu la panique quand on commence à plonger dans l'eau et à vouloir respirer là-dedans. Il faut aspirer très très fort. L'air a également un goût d'huile parce que bah, la machine est un petit peu vieille, etc. Il faut pas mal la huiler et puis surtout parce qu'il n'y a aucun filtre. D'habitude, les compresseurs professionnels sont équipés de filtres pour retirer l'huile, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, etc. Là, c'est pas du tout le cas. On a l'impression de respirer à même un espèce de pot d'échappement. Donc, c'est assez paniquant, je dirais. Mais tu as vraiment vécu, expérimenté ce que eux vivent tous les jours en soi. Oui, Même matériel avec.
À très petite échelle, quoi. Ouais, ouais. Mais effectivement, c'était la même chose parce qu'en fait, j'avais tout simplement pas la possibilité de transporter du matériel comme ça avec moi. Alors justement, question pratique, on parle de matériel. Comment tu as fait pour réaliser tes photos sous-marines? Oui, ben, disons, moi, j'ai un petit appareil, j'ai un G10 de Canon qui est quand même assez ancien, pour lequel j'ai un caisson étanche et que j'utilise de temps en temps. C'est très loin d'être une caméra haut de gamme. C'est une caméra qui permet quand même d'avoir quelques réglages manuels, de faire des photos en format brut. Donc, c'est un avantage, mais disons que j'ai jamais eu de matériel pour la photo sous-marine très professionnelle. Cela dit, dans mon reportage, ça occupe une toute petite portion parce que ça se passe dans une eau qui est généralement assez trouble, même si elle est quand même très bien éclairée. Et puis les plongeurs plongent sur des fonds de sable, donc où il n'y a pas grand-chose à faire. Ils sont assez loin du fond, donc visuellement, c'était très difficile de rendre des images intéressantes. Donc j'en ai intégré relativement peu de l'activité en tant que telle, puisque moi, je m'intéressais plus au contexte socio-économique où repose cette activité-là, quoi. Et puis oui, au tout, quoi, à l'ensemble. Et alors justement, comment tu as été accueilli par ces plongeurs? Est-ce que ils espéraient peut-être par ta présence faire connaître leur situation? Est-ce qu'ils voulaient juste partager avec toi ce moment de vie? Comment ça s'est passé? L'accueil était très, très, très bon. Je pense qu'il y a certaines personnes, effectivement, qui voyaient là un intérêt, une possibilité peut-être que l'histoire soit un peu plus médiatisée. Il y a quand même quelques groupes de plongeurs qui sont dans des démarches à très long terme avec le gouvernement du Honduras pour faire passer des lois qui permettraient d'aménager, d'augmenter la qualité de travail de ces plongeurs, de faire pression sur les patrons de pêche. Pour l'instant, ces lois-là n'ont jamais été votées, même si elles le sont, ça va rester très difficile à mettre en application. Il y a également un procès avec la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui est en cours. Donc, disons que oui, la presse est le bienvenu, mais enfin, euh, dans l'ensemble du cas, c'était vraiment des gens, je pense, qui étaient juste contents peut-être de montrer ce qu'ils faisaient, qui étaient fiers de montrer qu'ils étaient bons dans leur activité. Moi, j'ai travaillé sur place avec une ONG locale, une ONG irlandaise en fait, qui s'appelle Goal, et qui eux travaillent beaucoup à la recherche d'alternatives économiques pour un peu enrayer ce fléau. Donc, ça m'a permis de me déplacer en bateau parce que c'est une région où on se déplace seulement en bateau, d'avoir des traducteurs et d'avoir des contacts locaux. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je suis arrivé avec un peu ce label, et surtout à partir du moment où je suis resté quand même relativement longtemps, puisque j'ai passé à peu près 2 mois sur place en 2 voyages. Disons que l'accueil, c'est très bien fait. Une fois qu'on connaît quelqu'un, qu'on peut parler des gens qu'on a déjà rencontrés. Puis je dirais, un des gros points tournants, c'était aussi le fait que je descende sous l'eau moi-même avec les plongeurs, puisque dans tout l'écosystème des plongeurs, les plongeurs sont une partie, mais il y a aussi tous les gens qui travaillent à terre et qui ne plongent pas et qui étaient un petit peu admiratifs du fait que j'avais pu aller sous l'eau. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi pour avoir pour lier des liens de confiance. Alors effectivement, tu le disais, la raison pour laquelle ils continuent malgré les risques, c'est que c'est le seul moyen pour eux d'avoir des revenus. Donc on imagine bien que c'est aussi pour ça qu'ils doivent parler avec le gouvernement pour quand même améliorer les conditions s'il n'y a que cette activité-là qui peuvent leur permettre de vivre. Tu parles de cette ONG. Quelles autres activités peuvent être développées pour enrayer celle-ci et leur permettre de faire quelque chose de peut-être plus sécuritaire? Hein. Alors, disons, en fait, la Mosquitia est une région extrêmement reculée, extrêmement rurale du Honduras, qui est en même temps extrêmement riche, par exemple en termes de pêche, comme on le voit, ou en termes de ressources forestières, ou en termes de ressources naturelles, de réserves de la biosphère UNESCO, par exemple, de choses comme ça. Et à la base, la région n'avait pas vraiment d'économie, c'était de l'agriculture de subsistance et de la pêche de subsistance. C'est des activités qui ont un peu disparu avec l'arrivée dans le monde moderne, mais aussi avec le fait que justement la plongée sous-marine soit arrivée
avec des salaires des fois de 300, à la belle époque 500 $ par 2 semaines. Ce qui veut dire que c'est la première fois que les gens gagnaient de l'argent et pouvaient donc subvenir à leurs besoins sans avoir besoin d'agriculture traditionnelle. Donc en fait, là, il y a plein de choses qui ont été perdues en termes d'autosubsistance. Et déjà, la première étape des groupes qui travaillent sur le terrain, c'est de remettre en place ces activités de subsistance. Et comme c'est une région tellement riche pour la pêche, mais en ce qui concerne la pêche en bouteille, donc on parle de la langouste et puis maintenant c'est le concombre de mer, les fonds ont été quasiment pillés. Mais pour les poissons, pour d'autres crustacés, etc., il y en a encore plein. Alors, une des ONG, par exemple, ce qu'elle fait, c'est de créer des usines frigorifiques, des petites usines frigorifiques dans quelques villages pour permettre aux plongeurs de, de, de congeler en fait leurs poissons frais du jour et de les exporter dans le reste du pays, voire dans le reste de l'Amérique centrale, et de créer ainsi un revenu qui pour l'instant n'existe pas parce qu'il n'y a tout simplement pas d'usine frigorifique dans la région. Donc le poisson reste sur place ou alors il est séché et il est vendu à un moment de l'année, c'est au moment de la semaine sainte, de Pâques. Et donc là, l'idée, par exemple, de mettre en place cette usine de frigorifique, c'est de pouvoir exporter le poisson et ainsi de créer une nouvelle ligne de revenus. Il y a autre chose qu'on voit dans les photos, c'est l'exportation de la méduse boulet de canon qui est exportée en Chine grâce à quelques intermédiaires qui, pour l'instant, les méduses pullulent, mais absolument pullulent sur les plages à certaines périodes. Il suffit de se pencher pour les ramasser dans un filet. Et donc, c'est très peu dangereux, c'est très facile. Et il y a une usine d'exportation coopérative qui a été mise en place dans un village qui emploie beaucoup de monde, qui permet de générer un revenu. Donc, il y a quelques avenues intéressantes. Parce que là, donc, le revenu, il vient, si j'avais bien compris, les concombres de mer sont séchés puis exportés. Le gros du revenu vient de là en soi. Oui, le gros du revenu vient du fait de participer aux activités de plongée en bouteille. Ça donc de la langouste qui rapporte beaucoup et aujourd'hui les concombres de mer qui sont la nouvelle espèce qui est pêchée. Et donc c'est exporté aux États-Unis, c'est exporté en Asie, hein, beaucoup, Chine, Vietnam, Taïwan, etc. Et donc, ça, c'est une activité qui rapporte vraiment aux plongeurs, à chaque plongeur qui participe individuellement à ça, quoi. Et donc, chaque année, les bateaux, comme ça, débarquent sur, sur la plage et vont faire grimper les hommes valides, jeunes et intéressés à participer, hein. Peu importe le fait le matériel leur est fourni par le bateau de pêche et ils n'ont aucune formation. Donc, ils sont recrutés vraiment comme ça à chaque voyage sur la plage, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de développer d'autres manières d'exploiter cette pêche, mais une pêche moins dangereuse, où tu parlais des poissons, donc plutôt essayer d'exploiter cette partie-là pour créer des revenus d'une autre manière et écarter un peu ces plongeurs du danger, quoi. Oui, et puis, disons, exploiter quelque chose qui soit plus à l'échelle de la Mosquitia, qui soit plus autogéré, qui soit plus coopératif, alors que la plongée avec des bouteilles nécessite des bateaux pour aller en haute mer, nécessite du matériel, donc des bouteilles de plongée, des tendeurs, des palmes, etc., qui sont des choses que les mosquitos n'ont pas. Et donc, ça nécessite l'intervention d'un patron de pêche qui vient d'une ville du Honduras ou des îles du Honduras, qui sont des endroits plus riches, et qui finalement sont eux qui tirent les ficelles puis qui font vraiment beaucoup d'argent avec ça. L'avantage de la pêche à la méduse, aux poissons, etc., c'est que ça peut être géré de manière locale avec très peu de matériel et avec des techniques que les gens possèdent déjà. Et donc, là aussi, il y a tout simplement moins d'intermédiaires dans le processus, quoi. Et alors justement, tout à l'heure, tu disais que en plus de ça, au niveau des concombres de mer, des langoustes, les fonds de mer commençaient à être pillés. En termes de pillage, tu parlais notamment d'une légende à propos d'une sirène. Donc la maladie est vue par certains plongeurs comme une malédiction de cette sirène qui punit ceux qui pillent donc les fonds marins. C'est une croyance qui est forte parmi les plongeurs. On m'en a parlé plusieurs fois. Disons que c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la superstition que de la vénération. J'ai jamais vu d'hôtel à la sirène ou de choses comme ça, quoi. Mais oui, disons que
le système de la maladie de décompression, de l'accident de décompression est un peu complexe à comprendre. Et comme les mosquitos n'ont pas d'instruction, généralement, la plupart des plongeurs sont analphabètes, donc c'est un peu compliqué de comprendre le processus. Donc il y a cette histoire, effectivement, de cette divinité marine, la Liwa marine, qui donne le nom au projet, qui est la femme qui défend son territoire sous l'eau et qui punit ceux qui le maltraitent. Il y a à la fois cette superstition, à la fois aussi le fait qu'on est dans une culture indigène qui est en rupture avec ses traditions, ses codes, ses valeurs, et le fait que les plongeurs se rendent bien compte que ce qu'ils font est dommageable pour leur milieu de vie, quoi. Mais il n'y en a aucun, effectivement, qui va renoncer ou abandonner parce que parce qu'ils craignent la sirène. Enfin, c'est vraiment juste, on reste au niveau de la superstition. Ça va pas influencer plus que ça leurs actes. Non, puisque après, ça dépend un peu, c'est aussi un peu un coup de malchance, donc on espère juste qu'elle va pas c'est pas vous qu'elle va attraper, mais l'autre. Alors, sur les plongeurs, donc on peut espérer, tu nous parlais de l'ONG irlandaise là, qui s'intéressait à eux. Est-ce qu'on peut espérer vraiment dans les prochaines années, peut-être même prochains mois, une évolution de leurs conditions de travail? Est-ce qu'il y a d'autres ONG qui s'intéressent à ce qui leur arrive? Euh, sur place, il y a des programmes de développement de l'ONU, on parle du PNUD, de la FAO, je pense, de mémoire, mais qui collaborent avec l'ONG locale, notamment dans Go. Je n'ai pas rencontré beaucoup d'autres. C'est un micro-problème dans un pays, le Honduras, qui a énormément de problèmes. C'est un des deux, trois pays les plus pauvres des Amériques, un des deux, trois pays les plus violents au monde sans être en guerre. Donc, les défis sont déjà assez conséquents. Moi, le passage d'une loi ou l'application d'une loi, j'ai vraiment du mal à y croire. Je pense que ça a été repoussé déjà 15 fois au Parlement. Les enjeux sont tout simplement pas énormes. Les Miskitos, en tant que population indigène, ont très peu de pouvoir. Euh, Là où il y a eu du changement, c'est plus qu'il y a pas mal de chaînes américaines de distribution de homards, par exemple, qui ont signé un engagement pour ne plus importer de ces homards pêchés par les plongeurs. Cela dit, c'est quand même, d'après ce que je comprends de mes discussions avec les intermédiaires dans le milieu du commerce des produits maritimes, c'est extrêmement difficile de les différencier. Les cargaisons s'échangent en mer, etc. Donc, assez difficile à mettre en place. Donc, disons vraiment, le développement d'alternatives économiques fiables resterait une bonne solution, mais ça reste quand même un problème qui est assez complexe à comprendre, à très petite échelle. Donc, ça en fait quelque chose qui, hélas, j'ai l'impression, sera un peu jamais dans les priorités, quoi. Donc, non, je suis pas super positif pour que la situation, sur l'amélioration de la situation, je dirais. Parce qu'en plus, quand bien même développer d'autres revenus alternatifs, il faut quand même, tu parlais des usines frigorifiques, enfin, il faut des moyens aussi pour mettre tout ça en place. Oui, disons ça, justement, ça, c'est le genre de programme que des fonds de développement, des ONG vont financer. Mais par exemple, j'ai vu l'usine à glace. Bon, elle venait d'être installée quand je l'ai vue, mais les organisateurs du projet se lamentaient un peu parce que les gens, en fait, ils se sont rendus compte que les gens ne savaient pas l'utiliser dans le sens où ça ne fait pas partie du processus. Donc, il y a encore plusieurs mois, plusieurs années à parler avec les pêcheurs, à négocier pour qu'ils acceptent d'intégrer la congélation, la frigorification du poisson dans leur processus pour l'exporter. Pour l'instant, ça servait plus aux gens du village qui voulaient mettre au frais leur Coca-Cola. Euh, et donc, voilà, donc tu te rends compte, OK, il y a encore aussi tout ça qu'il faut mettre en place. Oui, c'est toute une éducation aussi, quelque La part. marine est déjà très, très bien en place, quoi. Ouais. Ouais, tu le disais, hein, c'est leur quotidien, ils ont l'habitude, ils ont toujours vécu comme ça, donc en plus de ça,
c'est aussi leur expliquer que ils peuvent continuer à faire leur pêche, mais de manière peut-être moins dangereuse pour eux. Donc il y a beaucoup de choses à expliquer aussi dans cette mise en place-là. C'est que, disons, voilà, les, les alternatives économiques viennent en complément, en fait, peuvent venir en complément à la plongée. C'est-à-dire, dans une famille, on peut se dire, ah bah très bien, la sœur, la mère va pouvoir travailler dans ce type de pêche-là qui est moins compliqué, mais mon fils qui vient d'avoir 18 ans, lui, s'il a l'opportunité, partira plonger parce que ça peut rapporter ça peut rapporter beaucoup d'argent d'un coup quand même. Donc, Ouais, ils voient pas encore ça comme un remplacement de ce qu'ils font. Voilà, c'est plus le complément, quoi, comme tu disais. je pense qu'à l'échelle globale, pour l'instant, non, ça, c'est pas assez. Les alternatives économiques ne sont pas assez fortes pour servir vraiment de remplacement. Ok, bon bah en espérant effectivement, si c'est le seul moyen pour les aider, en espérant que ça puisse se mettre en place et puis surtout que ce soit accepté aussi hein, par les plongeurs, parce que ça passe aussi par là, de pouvoir changer tout ça et qu'il y ait une évolution. Parce que je ne sais pas si la médiatisation peut aussi aider à ce que leur situation change. Tu le disais, c'est pas forcément une priorité dans un pays comme le Honduras. Oui, exactement. Enfin voilà. Après, je pense que de toute façon, la médiatisation d'une histoire comme ça est évidemment toujours quelque chose de positif. Je pense qu'il faut prendre les choses sur le très, sur le très long terme. Et puis, voilà, c'est ça. Moi, en tout cas, je retourne très régulièrement en Honduras. Là, je suis pas retourné dans la Mosquitia depuis un an, mais c'est sûr que je vais probablement essayer de le refaire dans les prochaines années, aller sur place, voir comment les choses ont évolué, parce que c'est un endroit que j'adore. Bon, bah, en tout cas, on espère que tu nous feras suivre cette évolution, parce que je pense que ça nous intéresserait aussi beaucoup d'avoir la suite sur l'avenir de tous ces plongeurs. Merci beaucoup, en tout cas, Valérian, d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci à toi. Au revoir. Et puis donc à tous nos internautes, je vous rappelle que vous pouvez aller consulter le photoreportage de Valérian avec le lien qui se trouve dans la description du podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.